Bonjour, merci Marie. Alors, depuis quelques années, vous êtes au courant que nous travaillons sur la question de la santé, sécurité et des jeunes travailleurs. Donc, aujourd'hui, dans mon petit cours 7 minutes, je vais plutôt commencer à vous parler d'une orientation qu'on commence depuis 2 ans. C'est de s'intéresser en fait au travail des adolescents et pourquoi on s'est orienté finalement vers cette cible-là dans nos travaux qui portent plus globalement sur la santé et sécurité des jeunes travailleurs. C'est parce que, bon, effectivement, depuis 30 ans, la présence des jeunes sur le marché du travail est constamment en croissance. Quand on regarde finalement quel type de jeunes contribue le plus à cette croissance-là, on constate effectivement que les étudiants travailleurs sont ceux qui ont fait en sorte qu'au cours des dernières années, surtout depuis les années 2000, que la présence des jeunes augmentait de façon importante dans les milieux de travail. Peut-être vous dire aussi que dans l'ensemble des pays de l'OCDE, le Canada se classe premier sur le fait que les étudiants occupent également en même temps que leurs études à temps plein un emploi. Et en fait, on a des données actuellement qui nous suggèrent de plus en plus que cette conciliation études-travail s'impose dès l'ordre du secondaire. Donc, ce n'est pas seulement que le fait des étudiants du collégial ou universitaire. Cette façon de pouvoir jongler entre travail et études concerne de plus en plus nos adolescents du Québec. Alors, pour ce faire, je prends quelques instants pour vous parler d'une étude que j'ai réalisée avec Luc Laberge du groupe ECOB, affilié au Cégep de Jonquière, où on a, à partir d'une enquête qui a été réalisée dans 3 régions du Québec, avec un échantillon représentatif d'étudiants du secondaire et également dans 2 cégeps dans la région des Laurentides, on s'est intéressé finalement à l'importance du travail rémunéré chez ces jeunes adolescents pour constater effectivement, comme vous le voyez dans le graphique à votre gauche, que finalement, autour de l'âge de 15-16 ans, vous voyez bien une augmentation assez importante du travail chez ces jeunes étudiants adolescents. Je veux vous signaler ici qu'il ne s'agit pas de petits boulots, il ne s'agit pas de gardiennage, de camelots, de travaux d'entretien, mais il s'agit bien de travail rémunéré chez un employeur. Donc, on est vraiment face à des travailleurs étudiants dans ce contexte-là. Donc, une période assez charnière entre 15-16 ans. Vous voyez quand même les pourcentages moins élevés chez les 12-14 ans. Par contre, les données récentes de l'ISQ nous montrent que lorsqu'on inclut effectivement les petits boulots dans ces statistiques, ce pourcentage des jeunes de 12-14 ans qui travaillent s'élève à peu près à 42 %. Donc, c'est déjà pas négligeable. On constate également au départ que les garçons font une entrée un peu plus tôt dans le travail formel, autour de 12-14 ans en termes de pourcentage par rapport aux filles, mais ils sont rapidement rattrapés par la suite pour finalement constater la présence de plus de filles sur le marché du travail tout en étudiant, surtout au niveau du collégial. Ce qui nous a frappé, bien que les pourcentages ne sont pas très élevés, c'est l'intensité avec laquelle le travail, l'entrée précoce sur le marché du travail se produit. Donc, comme vous pouvez vous en douter, évidemment, le nombre d'heures travaillées va augmenter avec l'âge des adolescents. Donc, globalement, les 12-14 ans travaillent moins d'heures par semaine que les 15-19. Par contre, dans ce groupe de 12-14 ans, on a déjà un jeune sur 5 qui cumule plus de 20 heures semaine de travail rémunéré dès son entrée sur le marché du travail. Et un autre constat qui nous préoccupe un peu, c'est que ces heures travaillées se retrouvent en fait à être réalisées dans des jours où le jeune va à l'école également. Donc, se retrouver dans un contexte de cumul, études-travail pendant les jours de semaine, et ce, déjà, l'âge de 12 à 14 ans, dans une classe d'âge de 12 à 14 ans. Et vous me direz, bien, et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est intéressant. Le travail, ils apprennent des choses, développent leur autonomie. C'est ce qu'on entend beaucoup. Le travail est un lieu d'apprentissage, c'est ce qu'on entend aussi. Oui. Ce qui nous a intéressés à travers cette étude-là, c'est parce qu'on avait effectivement un échantillon de pas loin de 4000 jeunes. Ça nous permettait en fait de voir avec certains indicateurs de santé, est-ce qu'on est capable déjà de mesurer des différences entre les jeunes qui travaillent de façon précoce et des jeunes qui n'ont pas encore commencé à travailler. Et là, ce qu'on constate de ces résultats, c'est effectivement que proportionnellement parlant, les jeunes qui vont travailler précocement ont rapporté à l'intérieur de l'enquête se percevoir en moins bonne santé.
ils ont effectivement, pour la plupart du temps, déclaré davantage un niveau élevé de détresse psychologique. Ils ont aussi, à travers des échelles où on avait mesuré la fatigue, présenté plus de 5 signes de fatigue. Donc, ça veut dire des problèmes de somnolence, par exemple, de jour, des problèmes aussi d'insomnie. Donc, différents types de problématiques qui se posent au niveau de la récupération de ces jeunes-là. Et évidemment, rapporter des durées de sommeil beaucoup plus courtes que ceux qui ne travaillent pas pour éventuellement jongler avec ce cumul travail-études. Il faut savoir qu'on sait que les adolescents, en termes de développement, sont considérés une population à risque de somnolence parce qu'on les compare dans certaines études avec les travailleurs de nuit. Donc, ce sont des jeunes qui ont normalement besoin de plus d'heures de sommeil. Le fait de devoir cumuler travail-études suggère qu'effectivement, ils vont absolument pas réduire leur temps d'études ou leur temps de travaux, mais la régulation va se faire beaucoup plus sur la réduction du temps de sommeil. Donc, je pourrais continuer à vous en parler, mais ce qui a été intéressant dans ce dossier-là, au niveau du travail chez les adolescents, c'est que ça nous a permis de rentrer en partenariat avec peut-être des partenaires moins classiques dans notre réseau de la santé-sécurité. Donc, ces résultats-là interpellent nos intervenants à SST, mais ils ont aussi interpellé des partenaires qui, eux, s'intéressent à la persévérance scolaire. Je vais laisser Pascal vous raconter la suite et comment ils peuvent utiliser ce genre de données-là dans leurs approches d'intervention. Bonjour tout le monde. On n'est pas un groupe de recherche, nous. C'est pour ça que je vais prendre quelques diapositives pour vous permettre de mieux nous situer. Tout comme Marie, vous êtes mieux informé de c'est quoi le CREPA. Donc, on remonte en 93. 93, c'est l'année où Mme Suzanne Veillette et Michel Perron ont commencé leurs travaux en persévérance scolaire. Plus précisément, c'est Mme Veillette qui était à ce moment-là en train de faire sa thèse de maîtrise. Et le titre, c'était l'accès au collégial. Et ce qu'elle a découvert, entre autres, une des choses qu'elle révélait, cette thèse-là, c'est que plus les jeunes étaient éloignés physiquement, donc leur résidence, plus ils étaient loin des cégeps, moins ils avaient accès au cégep. Donc, ça nous permettait de comprendre à ce moment-là que les facteurs liés à la persévérance scolaire n'étaient pas uniquement que scolaires. Ça paraît bien aujourd'hui, ça semble très clair aujourd'hui de vous dire ça, mais en 93, c'était loin d'être acquis de dire ça. Encore moins de dire que l'affaire de la diplomation, c'était seulement l'affaire de l'école. Ça a secoué beaucoup de perceptions et de gens à ce moment-là. De telle sorte que pendant 2 ans, ils ont peaufiné leur vision, leur réflexion, leur documentation à partir de données de recherche. Et c'est en 95, chez nous, lors des États généraux sur la région, qu'on a décidé d'en faire un cheval de bataille, de faire en sorte que la région devienne la première région à prendre ce chantier-là, qui est la persévérance scolaire dans notre région. Donc, on estimait à ce moment-là, et ça, c'est un élément majeur pour mobiliser l'ensemble des gens, on estimait à 200 millions de dollars les pertes fiscales chez nous en 93. On a documenté ça dernièrement. Chaque cohorte de décrocheurs, c'est 28 000 au Québec, coûte approximativement 2 milliards à la société québécoise annuellement. Donc, c'est un élément important. Mais en 93, nous, on avait déjà décidé d'y travailler. Plus précisément, c'est quoi le CREPA? C'est une table intersectorielle qui agit avec la même mission depuis ce moment-là, c'est-à-dire prévenir l'abandon des études chez les étudiants de notre région. Et ça, au niveau des 3 ordres d'enseignement, donc au secondaire, au collégial et à l'université, avec des principes de base qui est d'agir sur la persévérance scolaire et non sur la performance scolaire, ce qui est un élément peu banal parce que ça a des conséquences majeures dans les classes. Quand on dit que nos jeunes persévèrent, ça veut dire que ceux qui ont plus de difficultés sont encore assis sur les bancs d'école, donc ont besoin davantage de services pour être accompagnés. Donc, c'est un choix régional à ce moment-là. Toute l'affaire d'une société, comme je vous disais, c'est pas rien que l'affaire de l'école, c'est aussi une affaire individuelle, familiale, communautaire et scolaire. Donc, un partenariat interordre et intersectoriel, pour nous, c'est vraiment important, étant donné qu'on est une table de concertation. L'interordre, donc à chaque fois qu'on démarre un nouveau chantier de mobilisation, il y a l'ensemble des 3 ordres d'enseignement et il y a l'ensemble des partenaires intersectoriels. Donc, on trouve souvent les gens de la santé, des services sociaux, de l'emploi, emploi, solidarité sociale, donc plusieurs champs de travail qui, d'ailleurs, ont été les premiers à s'asseoir autour de la table parce qu'ils avaient vite compris du bien fondé que nos jeunes persévèrent, soit en santé ou au niveau de l'emploi. Ils avaient compris rapidement les conséquences. 4 axes d'intervention chez nous.
Il y a de la recherche et du transfert de connaissances. On va parler un peu plus de celui-là dans les prochaines diapos. Promotion et sensibilisation. Tout le monde connaît chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour. C'est un slogan qui est chez nous depuis 1996 et qui est répercuté beaucoup dans d'autres régions. Intervention et accompagnement de démarches de concertation. Donc, chez nous, les données sont importantes, mais on croit fermement que si elles ne sont pas vulgarisées et accompagnées, qu'il y a peu de chances que ça se transforme en changement de pratique puis de croyance. Mobilisation régionale et coordination. Chez nous, c'est deux chercheurs qui ont mis sur pied le CREPA, donc c'est Michel Perron et Suzanne Veillette qui étaient directeurs à ce moment-là du groupe de recherche ECOB. C'était naturel pour nous de développer une alliance avec la recherche. On appelle ça chez nous une co-fertilisation. Pourquoi? Parce qu'on a des retours, des allers-retours constants entre les données de recherche, ce qui se passe sur le terrain, qu'on ramène aux chercheurs pour qu'ils puissent explorer d'autres avenues de recherche éventuellement. Donc, c'est vraiment rendu une synergie intéressante depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est un tandem, c'est une culture d'organisation. Contrairement aux organismes communautaires qui, eux, puisent leur source de mobilisation à travers le besoin de leur population, nous, notre source de mobilisation, c'est les données, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Donc, ça demande une rigueur qu'ECOB a beaucoup. On a développé ce tandem-là dans les 10 premières années, mais étant donné que la persévérance scolaire est rendue un IN au niveau provincial, il y a plusieurs autres groupes qui s'y intéressent et par conséquent, d'autres collaborations qui sont en train de se développer avec d'autres groupes. Donc, une équipe d'intervention qui prend le relais pour le transfert de connaissances. Comme je vous disais, pour nous, c'est important de prendre la donnée et d'être capable de la transformer pour que les intervenants du milieu puissent être en mesure d'utiliser ces données-là et en arriver à des changements de pratique. Donc, qu'est-ce qui m'amène ici ce matin? En fait, c'est le fameux chantier qu'on a démarré en 2002, soit celui du chantier École-entreprise-milieu. C'est un gros chantier qui a pris sa source encore là dans une grande enquête qui a eu lieu en 1997, une enquête qui questionnait l'ensemble des jeunes, une bonne partie des jeunes du secondaire, plus de 2400 jeunes chez nous, sur plusieurs aspects de leur vie. Enquête qui a été reprise en 2002 et en 2008, c'est à laquelle faisait référence Élise tout à l'heure. Donc, c'est une enquête à travers laquelle on a été en mesure de définir que de soutenir les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes au secondaire, ça pouvait devenir un facteur de protection en termes de persévérance scolaire. Donc, on a dit, parfait, on part un chantier là-dessus. On s'est mis à mobiliser des gens autour de ça, à vendre notre poutine à tout le monde et à faire en sorte qu'il y ait un comité qui se rassemble pour dire, bien, c'est important de travailler là-dessus si on veut que nos jeunes arrivent au diplôme d'études secondaires. Un travail qui a duré quelques années pour arriver à définir 3 priorités, dont une qui était celle du travail rémunéré chez les étudiants. À partir de là, on s'est réunis en petit comité, on a dit, bon, ben, c'est bien beau le travail rémunéré des étudiants, mais on fait quoi? Donc, les gens ils disaient, ben, c'est pas compliqué le travail rémunéré. Il y avait une hypothèse de départ qui était de dire, le cheval à abattre, c'est le nombre d'heures, puis plus de 15 heures, on a un problème avec nos jeunes, ils ne diplôment pas, fait que c'est pas compliqué. On va demander de finir par faire passer une loi provinciale qui interdit aux employeurs de faire travailler les étudiants plus de 15 heures semaine. Bon, je dis, yes, en fait, je vais en faire un qui va être facile, puis en un an, c'est réglé, puis il n'y aura pas de problème. Or, comme à notre habitude, on a voulu quand même documenter davantage cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on a fait faire des études de cas qui nous ont permis finalement de comprendre que c'était beaucoup plus complexe que ça, puis que malheureusement, ça ne durait pas seulement qu'un an, puis qu'il y avait toute une problématique de conciliation, que c'était un phénomène qui était là, qui allait durer, qui allait voire même augmenter, et que l'objectif pour nous, c'était pas de dire c'est pas bon le travail, parce qu'il y a des avantages à travailler, mais qu'il y a aussi des inconvénients, et c'est sur ces inconvénients-là qu'on veut agir. Donc, toute la question de la favorisation de la conciliation études-travail. 600 partenaires qui sont impliqués depuis ce temps-là. Et ça a abouti en fait à une démarche de certification des entreprises en conciliation études-travail qui a cours depuis 2007, entre autres. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont accompagnées actuellement dans notre région en termes d'accompagnement de conciliation études-travail. Exemple très concret, comme je disais tantôt, beaucoup de collaboration avec ECOB au début. Qu'est-ce que l'IRSST a amené de plus pour nous? En 2010, on a été en mesure d'évaluer un peu la démarche qui avait lieu depuis 2007 pour la mettre en œuvre. Et à ce moment-là, on a dit, qu'est-ce qu'on a sous la main? Donc, on est allé rencontrer des employeurs. On avait des données de 2008 qui avaient été produites chez nous, mais aussi par l'IRSST dans les dernières années. Et ce qu'on s'est aperçu en lisant ces données-là, c'est que ça allait nous permettre de documenter davantage puis de raffiner notre discours. Donc, vous avez en jaune le message qu'on donnait entre 2007 et 2010 à la région en termes de conciliation études-travail. Et vous avez en blanc ce qui a été bonifié suite à l'avènement de ces nouvelles données-là. Donc, on misait beaucoup, comme vous le voyez, sur la conciliation des études et du travail en 2010. On a ciblé beaucoup les employeurs, donc la question de la main-d'œuvre qualifiée,
du développement économique de la région. Les étudiants, bien, c'était la question de la priorité dans leur choix de consommation. Et là, on s'adressait davantage au secondaire 1-2 avant qu'ils entrent sur le marché du travail et les atouts et les risques d'occuper un emploi. Et finalement, pour les parents, toute la question de la priorité accordée aux études et l'importance de leur soutien et de leur encadrement, et ça à l'ensemble des 3 ordres d'enseignement. Ce que ça nous a permis de faire par rapport aux nouvelles données, c'est vraiment de raffiner notre discours et de comprendre que c'était encore plus complexe finalement qu'on pensait, qu'au lieu de travailler 1 an, ce ne serait pas 10 ans, mais 20 ans. Donc, c'était la nécessaire compatibilité entre le cumul d'activités, les contraintes au travail et les aspirations scolaires du jeune. Donc, vous voyez que le champ est en train vraiment de s'élargir, est en train de se complexifier, mais de mieux le comprendre. Et entre autres, une des clientèles qu'on n'avait pas encore touchées qui va nous permettre d'être sensibilisés, c'est vraiment le milieu scolaire. Au milieu scolaire, eux autres, ils font l'association rapide entre le nombre, plus tu passes d'heures au travail, moins tu en passes dans tes devoirs, plus tu décroches. C'est plus complexe que ça. Et ces nouvelles données-là nous ont permis vraiment de raffiner notre compréhension pour être capable d'aller les voir. Donc, tout ça pour dire finalement que la donnée est importante pour nous. C'est important pour nous d'être capable de la traduire, de la transformer pour être capable de la livrer auprès des intervenants qui, eux, agissent au quotidien avec ces jeunes-là, pour être capable de mieux comprendre le phénomène. Donc, c'est une compréhension plus fine, un argumentaire beaucoup plus précis et documenté qui se traduit finalement dans des actions beaucoup plus payantes à long terme et à court terme.